Priorité, on dira l'édition spéciale, mesdames et messieurs. Bienvenue sur l'Antoine Télévision, face à face avec monsieur Eric. Monsieur Eric, bonjour. Bonjour, monsieur Michel, et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci, monsieur Eric. Ça fait un bout de temps depuis que Nayamba aux ongles le société. Bonne en santé. En tout cas, santé kimia et tozali. Et ça, vraiment, bah, circonstances. Quelque ça là, que les lots, monani lobby, to bungi, mais tozali. Merci, monsieur Eric. Je rappelle, vous êtes cadre d'un parti politique et nous baptisons nous de Alebolo, les bâti. Bonne en parti Nabino. Bon, en tout cas, parti Nabiso, les vono et bâtissons. Owapi Kambami na Monamboka Alembolo Jaibola. En tout cas, tous évolué malamu, tous à parti progressiste. Tous a toujours en cours, il y a certaines démarches, VP, conjoncture et Mboka, mais en tout cas, les partis évoluent. Au niveau du parti, il n'y a rien à signaler. Tout est normal, tout évolue comme un parti sérieux et qui se respecte. Voilà. Merci mon frère, je rappelle, vous êtes cadre aussi là-bas et je salue aussi Ali Bolo Joa, je salue aussi tous les militants de votre parti. Accord de principe RDC Rwanda. La RDC signe un accord de principe avec le Rwanda aux États-Unis d'Amérique. En quoi on peut attendre dans cet accord? Bon, avant d'entrer dans cet accord, dans cette histoire d'accord de principe entre la RDC et le Rwanda, je pense qu'il faudra d'abord que nous essayions de situer quelques principes parce qu'il est très important. Nous devons savoir qui nous sommes et après nous saurions réellement qu'est-ce que nous faisons. Parce que les autorités nous ont habitués à nous emballer. Pas nous, mais généralement le petit peuple. Oui, oui. À emballer tout le monde dans quelque chose parce qu'ils savent que certains ne s'intéressent pas. Que ce soit à lire la Constitution, que ce soit à la vie publique, que ce soit... bon, les Congolais n'ont pas la culture de se documenter pour savoir ce qu'ils sont, pour savoir quels sont leurs droits. Il est important de situer d'abord le point avant de bien vouloir commencer. Alors, pour commencer, vous savez, la RDC, nous sommes une république. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Je suis d'accord, tout à fait normal. Voilà. Et une république, c'est une organisation qui établit trois principes. Et dans ces trois principes, nous avons le principe de l'unité, le principe de l'égalité et le principe de la liberté. Et ces trois principes sont fondamentaux. La république n'établit pas seulement les trois principes, mais les considère comme étant fondamentaux pour tout citoyen. Et ces trois principes confèrent à un citoyen la souveraineté. Oui. N'est-ce pas? Et nous sommes souverains en tant que peuple. Nous sommes souverains. Et dans mon pays, la RDC, l'article 5 de la Constitution stipule que la souveraineté appartient au peuple. Au peuple. N'est-ce pas? Oui, la oui. souveraineté appartient au peuple. Alors, en tant que souverain, je suis souverain moi. Je suis peuple. Le peuple c'est qui? Parce que ebele ba barate peuple azanani. Mona mutaleki na TV peuple a lobby. Peuple, on parle au nom du peuple. Le peuple c'est qui? Le peuple c'est moi. Chacun de nous, lorsqu'il veut parler du peuple, il doit s'indexer lui-même. Si moi je m'indexe, je suis peuple. Vous également vous vous indexez. Je suis peuple. Et donc nous tous, nous constituons ce que nous appelons le peuple. Alors, le peuple en tant que souverain, parce que la Constitution, dans son article 5, nous reconnaît la souveraineté, alors nous ne débattons pas sur les questions liées à la souveraineté du pays. N'est-ce pas? Oui, oui. Alors, les autorités compétentes, qu'elles soient, ont, je crois, à travers seulement cette Constitution, les droits ou bien la possibilité de conclure des accords, mais sous réserve de notre autorisation. Nous ne débattons pas sur la matière de souveraineté. Nous ne débattons pas sur une quelconque matière visant à aliéner une partie du territoire. Oui, oui. Nous ne débattons pas sur la jonction, sur l'abandon de la souveraineté. Nous ne le faisons pas. Alors, nous ne sommes pas non plus contre les initiatives de la paix. Nous savons que la RDC est en pleine guerre. Nous encourageons tous ceux qui veulent nous apporter la paix. Nous encourageons également certaines initiatives du gouvernement qui visent à ramener la paix. Mais qu'ils nous disent, que M. Félix Tshisekedi et sa bande nous disent quelle est l'initiative auquel nous pourrions faire confiance. Oui, oui. Parce que
les gens qui nous suivent, que ce soit les peuples des autres pays, parfois ils ne comprennent pas, nous les Congolais, ce que nous voulons finalement. Parce que nous avions autrefois évoqué cette question de la paix par les accords. Nous avions évoqué aussi cette question de la paix par la guerre également. Mais aujourd'hui, parfois on peut paraître contre. Ce n'est pas parce que nous voulons la paix que nous pourrions être tentés de tout accepter. Non. Alors, les gouvernements peuvent conclure des accords, mais ils doivent savoir que il y a certaines matières qu'on ne peut pas toucher. La souveraineté d'un pays, la souveraineté du peuple, la souveraineté qui nous appartient n'est pas négociable. On peut négocier sur tout, mais sauf sur la souveraineté. Que M. Félix Tshisekedi nous dise quelle est l'initiative auquel nous pourrions faire confiance, nous pourrions donner confiance. Parce qu'apparemment, il nous demande, nous, de lui faire confiance, mais il ne nous dit pas, voilà, depuis que j'ai commencé. Nous avions commencé par l'EAC. Il signe des accords avec l'EAC. Bien avant cela, d'ailleurs, lorsqu'il veut accéder au pouvoir, il signe les accords avec les Nilotiques du Kenya, à travers l'accord Cash. Après, il arrive, il fait appel au M23. Et aujourd'hui, le M23 se retourne contre lui. Il fait appel à l'EAC. Après l'EAC, nous avions vu la SADC. Après la SADC, il y a eu les sommets de la SADC. Ainsi de suite, nous avions vu le président Lorenzo qui s'est démêlé pour trouver la paix. Finalement, la paix n'est pas toujours venue. Aujourd'hui, ils sont allés au Qatar. Après le Qatar, ils sont aux États-Unis. Mais qu'ils nous disent quelle est l'initiative que nous, Congolais, nous pourrions prendre au sérieux. Monsieur Eric, est-ce que les États-Unis d'Amérique peuvent nous garantir la paix durable à l'Est? Non, d'abord, M. Félix Tshisekedi, est-ce qu'il peut nous garantir que l'accord de principe qu'il a signé entre le Rwanda et la RDC, en présence des États-Unis, c'est cet accord-là qui va réellement ramener la paix? Parce que je viens de citer plusieurs initiatives. Oui. L'EAC, la SADC, les Qatar, ainsi de suite. Oui. Quelle est l'initiative auquel le peuple congolais peut faire confiance? C'est ça le problème. Mais on ne peut pas trouver la paix avec autant d'initiatives. Principe avec les États-Unis d'Amérique, avec le Rwanda. En quoi ça peut apporter cet accord? Est-ce que ça peut apporter une paix durable à l'Est de la République? Non. Bien, ça peut porter la paix, comme le président l'a toujours dit, jusqu'au fin de mon mandat, je vais garder la paix durable à l'Est de la République. Ça sera pour la fin des choses là, les bristages, c'est quoi, ça ne sera plus. Donc je pense que cet accord de principe, c'est pour garantir la paix durable à l'Est de la République. Nous voulons la paix, c'est vrai. Tout le monde veut la paix, mais à quel prix? Pas à n'importe quel prix. Ça, c'est ça le principe. Nous voulons la paix, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Comment on pourrait nous prendre au sérieux? Comment nous, les peuples congolais, pourrions prendre ceux qui nous dirigent au sérieux au moment où vous signez l'accord avec celui-ci? Pendant que nous n'avions pas encore observé les aboutissants de cet accord, vous passez un autre accord, ainsi de suite. Ça va d'initiative en initiative. Quelle est l'initiative qui va nous apporter la paix? C'est ça le problème. Est-ce que nous pourrions faire confiance à l'accord ou bien nous devons lui faire confiance lui? Parce que tout ce qu'il nous demande, M. Félix Tshisekedi et sa bande, c'est que nous lui faisons confiance. C'est-à-dire que lui pense qu'il est le seul visionnaire, il est le seul à avoir l'esprit clair. Mais Eric, attendez, pourquoi pas vous, vous qui êtes de l'opposition, d'accompagner cette processus? Accompagner n'est pas un problème, mais accompagner quoi? Accompagner cette idée du président de la République. Dans cet accord, d'abord, c'est quoi un accord de principe? Un accord de principe, c'est comme... c'est lorsque deux parties s'accordent à un contrat futur. C'est-à-dire, ils se sont dit, bon, nous allons négocier sur telle matière, et ils se sont arrêtés là. Tout simplement. Maintenant, nous, là, nous allons accompagner quoi? Il nous a autrefois demandé d'accompagner... Je demande à Christian pour me mettre la photo de l'accord de la principe. Christian, mets ça, s'il te plaît, d'abord, cette photo accord de principe. Monsieur Félix Tshisekedi nous avait demandé de lui soutenir en faisant adhérer la RDC dans l'EAC. Quel est le résultat? Il nous a demandé d'accompagner ces initiatives avec la SADC. Quel est le résultat? La SADC a abandonné. Aujourd'hui, c'est le président, je crois, togolais qui est chargé de la médiation. Mais en quoi cet accord encore, nous signons l'accord des principes, le Rwanda, ça se trouve à l'intérieur?
Ce n'est pas parce que vous êtes États-Unis que vous pouvez vous imposer sur une matière qui concerne la souveraineté d'un peuple. Donc, cet accord de principe, c'est pour vendre nos minéraux. Écoutez, Kinshasa a d'abord proposé aux États-Unis les minéraux contre la sécurité. Contre la sécurité. Alors, donc, les Américains se sont rendus compte que... Donc, nous, l'État, nous sommes incapables de garantir la sécurité. Non, bien sûr, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté. Nous sommes incapables, au-delà même de l'incapacité. L'État est très faible. Dans d'autres pays pour demander la sécurité. L'autre État, il vient... Le gouvernement de Kinshasa a proposé les minéraux aux Américains contre la sécurité. Oui. Les Américains se sont dit, nous ne pouvons pas amener des milliards dans un contexte où il y a de l'insécurité. Oui, oui. Dans un pays où la situation est volatile, la situation politique est volatile. Voilà pourquoi ils ont pris l'initiative de calmer certains acteurs avant de venir investir. Comme qui? C'est ça. Avant d'accepter, d'examiner les contrats qu'a proposé mais dans cet accord de principe, minéraux contre la sécurité. Oui, mais il y a deux accords qui se signent. Encore l'accord de principe avec les États-Unis d'Amérique, avec le Rwanda, mais il y a encore un autre accord entre les Rwandais et les Congo. Non, d'abord, ils se sont d'abord convenus de discuter. Oui. C'est ça même l'accord de principe. Ils se sont convenus de débattre sur certaines matières. C'est ça l'accord de principe. Mais l'accord entre la RDC et le Rwanda n'est pas encore signé. En dehors de ça, il y a le deal que Félix Tshisekedi a proposé à Donald Trump. Minéraux contre sécurité. Celui-là aussi n'est pas encore examiné parce que les Américains ont besoin de se rassurer sur la situation politique qui semble être très volatile. C'est les États-Unis d'Amérique qui doivent venir garantir la sécurité des Congolais. C'est ce que les gens pensent malheureusement. C'est ce que les gouvernements... C'est la question que je vous pose. Ce sont des États-Unis d'Amérique. Fort malheureusement. Moi, je me base sur la souveraineté. N'est-ce pas? Nous sommes souverains. Nous avons le pouvoir de nous prendre en charge nous-mêmes. Mais après, nous sommes dirigés par des personnes totalement, je peux dire, inconscientes. N'est-ce pas? C'est grave. Qui pensent, voilà, déjà lorsque vous bradez la souveraineté contre... vous bradez la souveraineté. Vous savez, il y a combien d'armées étrangères sur notre territoire? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de la souveraineté? La SADC l'a quitté déjà. Non, mais qui vous dit que la SADC a quitté? Mais on a vu des images partout. Une partie a quitté, mais ce n'est pas tout le monde. L'armée ougandaise est ici. L'armée ougandaise sur notre territoire nous menace. Nous menace de prendre. Non, vous n'avez pas regardé, suivi les réseaux sociaux. Ça s'est dit. Et moi, j'ai lu. Mais j'ai suivi l'interview du président du Burundi qui a dit qu'il y a des rebelles qui se retrouvent précisément au Rwanda. Alors, quand les rebelles là se retrouvent au Rwanda, ils s'allient avec les M23. Les M23, ce sont des terroristes qui comptent même menacer la frontière du Burundi. Comme c'est comme ça, le Rwanda, il a l'obligation de se battre aux côtés de l'armée congolaise pour combattre les M23. Parce que derrière les M23, il y a des terroristes burundais qui sont retenus par le Rwanda. Ce sont les interviews du président de l'Ouganda qui a dit à la France 24. Dans cette guerre, RDC-Rwanda, les seuls alliés sincères de M. Félix Tshisekedi, c'est les Burundi. N'est-ce pas? Si aujourd'hui, on se décide, si aujourd'hui, avec M. Félix Tshisekedi, il déclare la guerre, le seul pays qui va combattre à ses côtés, c'est les Burundi. Alors l'Ouganda, parce que nous avons... comprenez qu'aujourd'hui, les Burundi soient pris comme cible du M23. Parce qu'eux aussi n'entretiennent pas de bonnes relations avec le Rwanda. Le Rwanda, mais c'est riche. Oui. Mais nous avons l'Ouganda qui se combattent avec les forces armées de la République. Sur le plan sociologique, l'Ouganda est composé principalement de Tutsis, n'est-ce pas? En Ouganda, il y a des Tutsis. Oui. Vous pensez que les Tutsis peuvent s'entretuer entre eux? Détrompez-vous si vous pensez cela. C'est ce que nous avions dit bien avant. Oui. Évitez d'approcher l'EAC. L'EAC est composé de nulotiques. Ils ne défendront jamais la cause des Bantous. Bien, je vous dis. Ces gens sont comme ça, ils sont très solidaires envers eux. Il a été déçu par le président Ruto. Des Tutsis ougandais, des Tutsis rwandais, des Tutsis congolais. Voilà. La preuve est que lorsque Donald Trump hausse les tons, parce que c'est Donald Trump qui fait reculer les intentions de l'armée ougandaise. Ils avaient besoin de prendre Kisangani à travers le chef d'état-major. C'est lorsqu'il lève les tons que nous avions vu les fils de Museveni regretter en disant « Bon, je n'ai jamais échoué à atteindre un objectif militaire dans ma vie. Et vous pensez qu'un allié peut tenir ce genre de propos? Non.
Ça, c'est pas un allié, c'est un allié qui menace. Merci, M. Eric, d'avoir répondu. C'est vraiment dommage. Nous demandons toujours au peuple de répondre à sa souveraineté. Ce n'est pas un péché. La souveraineté populaire, elle est entre les mains du peuple. Du peuple. Nous devons reprendre la souveraineté. Vous demandez ça? Oui. Nous devons reprendre notre pouvoir. Parce que les gens qui nous représentent ne sont pas les personnes de la situation. Ils ne méritent pas. Oh. Bien sûr. C'est grave. Si vous voulez qu'on nous prenne au sérieux, il faut commencer à prendre les choses en main. Voilà. Merci, M. Eric, d'avoir répondu toutes mes premières questions de l'accord de principe. Vous avez écouté ce que M. Eric a dit. Nous avons notamment le deuxième sujet. Le deuxième sujet, c'est l'actualité. L'actualité de Matata Ponyo. Matata Ponyo qui est condamné à 20 ans de travaux forcés par la Cour constitutionnelle. La haute Cour. Mais la question que moi je me pose, la question je vais vous poser, la question que je vais poser à M. Eric, quand la haute Cour te condamne, tu vas aller où encore faire l'appel? Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui décide de d'autres cours. La Cour constitutionnelle vous condamne, c'est fini. L'affaire Matata Ponyo de Yo, grâce à l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Aujourd'hui, nous voyons Matata Ponyo est condamné par 20 ans de travaux forcés. C'est le ministère public qui a demandé ça. Est-ce que nous voyons un député national qui a des immunités parlementaires, soit condamné, soit attendre à la Cour constitutionnelle sans même respecter la procédure juridique? Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette Cour constitutionnelle qui viole même les droits civils des gens? Un député aujourd'hui, on l'attend à la Cour constitutionnelle, mais on ne se rend pas compte que c'est un député national qui a les immunités parlementaires. Aujourd'hui, Matata Ponyo est condamné. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me rends compte que nous sommes... Vous avez battu pour cette justice, à tout le temps vous le dites. Oui. Aujourd'hui, la justice est par terre. Qu'est-ce que la justice est malade, on peut dire? Je me rends compte que nous sommes dans un pays où vous, en tant que journaliste, vous êtes mieux informé sur les affaires de justice, oui, plus que même que le président de la Cour constitutionnelle. Parce que je ne pense pas, est-ce qu'il a ignoré cette notion-là d'immunité? Parce que c'est la Constitution qui accorde le procureur général, il a dit de la République, les immunités parlementaires, ces immunités parlementaires. Il y a des catégories des immunités parlementaires. C'est ce que lui, il a dit, ce n'est pas moi. D'abord, bien sûr, vous avez tout à fait raison. D'abord, Matata Ponyo n'a pas encore été condamné. Oui. C'est les réquisitoires du ministère public qui veut qu'il soit condamné à 20 ans de travaux forcés. Vous savez, nous les partis politiques, les bâtissons, nous ne sommes pas contre le fait que tout Congolais doit être rédévable devant la loi. Tout Congolais a ces devoirs-là. La rédévabilité, c'est un principe, c'est un devoir pour tout celui qui gère la chose publique. C'est ça. Tout celui qui a une portion de pouvoir quelque part et qui utilise les ressources de l'État. Il doit rendre compte au peuple. Nous ne sommes pas contre. C'est tout à fait normal et c'est légal. Dans cette histoire du parc agroalimentaire de Bukangalonzo, M. Matata Ponyo ne peut pas être innocent. Vous savez, il ne peut pas être innocent. Mais cela ne veut pas dire qu'il est... Est-ce que vous avez déjà vu un premier ministre et il vient intervenir dans les affaires de l'État? Parce qu'il y a toute une chaîne de dépenses. Attendez, je n'ai pas fini. D'accord. M. Matata ne peut pas être innocent. Et cela ne veut pas dire qu'il est automatiquement coupable, non. M. Matata a une responsabilité dans cette affaire. Mais sa responsabilité est seulement au niveau politique, au niveau de la conception. Parce que c'est lui le concepteur, ensemble avec les présidents de l'époque, le président Joseph Kabila. C'est ça sa responsabilité. Mais fort malheureusement, nous constatons qu'il est en train d'être condamné comme gestionnaire, alors qu'il n'a jamais géré. Oui. Quelqu'un qui conçoit n'est pas forcément un gestionnaire. Oui, oui. Mais sa responsabilité dépend de la réussite ou de l'échec de ses projets. Parce que si ça échoue, on va lui demander, mais c'est un projet que vous aviez conçu. Est-ce que vous aviez pris effectivement des méthodes ou bien des préventions pour mettre cela comme garde-fou afin que les projets puissent réussir? S'il ne l'a pas fait, il a une responsabilité, mais il n'est pas dit qu'il est automatiquement coupable. Qu'est-ce qu'on lui reproche? On parle du détournement. L'affaire de Bukangalonzo a coûté, je crois, 280 millions. Mais on parle de détournement de 90 millions, quelque chose comme ça. 280 millions, mais on a dit qu'il a détourné tous ces 280 millions. Non, on parle de 90 millions, pas les tout.
On dit qu'il a détourné, bon, pas on, mais la Cour constitutionnelle lui reproche d'avoir détourné 90 millions de dollars. Oui. Mais d'abord, la Cour devrait nous dire si déjà ils parviennent à ressortir sur base des données de l'IGF, parce que la Cour se base sur base des données de l'IGF. L'IGF, oui. Si l'IGF a démontré qu'il a détourné 90 millions, mais l'IGF devrait d'abord commencer à nous dire la partie restante. C'est-à-dire qu'elle a été utilisée de manière rationnelle. Il devait y avoir des résultats. Il devait nous dire d'abord que voilà, en dehors des 90 millions détournés, les restes avaient produit, les parcs avaient bien fonctionné avec ces montants, mais l'autre partie avait été détournée. C'est ce que l'IGF devrait d'abord nous dire à travers la Cour. Ça n'a pas été fait. On parle seulement de 90 millions et on veut condamner Matata en tant que gestionnaire alors qu'il a été tout simplement concepteur. Il est condamné avec qui encore, Matata? Le gouverneur de la Banque centrale, l'ancien gouverneur de la Banque centrale. Déo Mets-moi la photo de Déo et Matata. Et là encore, c'est une farce. Il n'y a pas intention de faire la justice dans ces procès. Il y a plutôt intention de sanctionner quelqu'un, tout simplement. Oui. Au-delà de la procédure qui est biaisée, je vais y revenir. Oui. On pense que Matata a détourné avec la complicité du gouverneur de la Banque centrale et on pense que le ministre des Finances n'est pas impliqué, ne peut pas être impliqué. À cette époque, qui était ministre des Finances? J'oublie son nom, mais à l'époque, le ministère des Finances était un ministère délégué. Et c'est ça l'argument qu'il nous ressort pour dire, voilà, le ministre de l'époque n'est pas coupable parce qu'il a été ministre délégué. Et non VPM comme aujourd'hui, non ministre d'État comme aujourd'hui. Et pourtant, vous savez que le gouverneur de la Banque centrale est un subalterne du ministre des Finances. Oui. Voilà. C'est-à-dire que le gouverneur de la Banque centrale agit sous ordre du ministère des Finances. Mais fort malheureusement, on pense que le gouverneur de la Banque centrale, M. Déo Gracias, est coupable, et même plus coupable que le gouverneur, que le ministre de la Défense. Et lui, on lui laisse en liberté, on veut condamner M. Déo Gracias. C'est ça le caractère politique de ces procès. Vous savez comment les choses fonctionnent à la Banque centrale? Oui. Lorsqu'on envoie un ordre de décaissement, ça ne passe pas directement auprès du gouverneur de la Banque centrale. La Banque centrale a des organes. Et au niveau de chaque organe, il y a l'autonomie de gestion. Il y a un peu comme de l'indépendance, l'autonomie de gestion. Et chaque organe, chaque direction au niveau de la Banque centrale est tout à fait autonome. Les ordres de paiement passent directement au directoire des opérations au niveau de la Banque centrale. C'est le directeur qui est la seule personne à accéder à la machine, qui est la seule personne à pouvoir autoriser les décaissements des fonds sous la signature du gouverneur de la Banque centrale. C'est-à-dire que lorsque l'ordre de paiement est donné au niveau de la Banque centrale, et surtout si ça vient du gouvernement généralement, les directeurs des opérations analysent, ils autorisent et entre-temps, ils informent les gouverneurs que non, voilà, j'ai reçu tel ordre du gouverneur, du gouvernement à travers les ministres des Finances et on me recommande de décaisser autant. Les gouverneurs signent et l'argent est décaissé. C'est comme ça que ça se passe. Le gouverneur de la Banque centrale n'a pas à lui-même, à son niveau, d'autoriser ou bien, je peux dire, de demander à ce que les fonds soient décaissés sans cet ordre venant du gouvernement. Et encore que cet ordre est donné par les ministres des Finances. Mais la Cour constitutionnelle veut nous faire croire que M. Déo Gracias est coupable, alors que son supérieur hiérarchique, qui est le ministre, ou qui était le ministre des Finances, lui, pour la Cour, il est tout à fait innocent. Donc, innocent. Le ministre des Finances, il est innocent. Le ministre de l'époque, il est innocent. Si je comprends bien... L'argument de la Cour, non, il était ministre délégué. Donc, M. Eric, l'affaire Matata Ponyo, ce n'est pas un enchaînement politique contre Matata Ponyo. Ben justement, c'est ce que nous constatons. Qu'est-ce que réellement la Cour constitutionnelle veut pour nous Matata disons Ponyo? ceci. Est-ce qu'il a un problème? Nous disons ceci. Matata Ponyo ne peut pas être innocent, mais il doit être remis dans ses droits. Si on veut le juger, qu'on commence d'abord par
respecté la procédure. Donc, on n'a pas respecté la procédure. La cour de cassation s'était déclarée incompétente. Oui. C'est ça la cour qui est habilitée à demander la levée des immunités. Oui. Elle s'était déclarée incompétente, elle a renvoyé les dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est à son tour déclarée incompétente, elle a encore renvoyé les dossiers au niveau de la Cour de cassation. Après un moment, les dossiers étaient en berne, et puis après, c'est la Cour constitutionnelle qui revient. D'abord, lorsque les dossiers étaient au niveau de la Cour de cassation, on s'était rendu compte que la Cour n'était pas en mesure de juger un ancien Premier ministre. La Cour de cassation. On a renvoyé au niveau de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Et après s'être déclarée incompétente, la Cour elle-même, les conseils d'État et la Cour constitutionnelle se sont autorisés à poursuivre un ancien Premier ministre. Or, en droit, il y a un principe. C'est le principe de la non-rétroaction. Oui. Je ne sais pas si j'ai bien appelé cela. Il y a ce principe-là. La loi ne rétroagit pas. C'est comme ça que ça se dit. Dès lors que la Cour s'était déclarée incompétente, les dossiers devaient être clos. La Cour se déclare compétente, c'est-à-dire que Matata ne devrait plus être jugé. À partir du moment où la Cour s'était déclarée alors compétente à poursuivre un ancien Premier ministre, ne pouvait être jugé que tout ancien Premier ministre qui devrait commettre des infractions après que la Cour s'est déclarée compétente. Les dossiers Matata ne devraient plus être examinés par la Cour. Pourquoi? Parce que la loi ne rétroagit pas. Les actions de Matata, les faits se sont déroulés avant que la Cour s'est déclarée compétente. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je vous comprends, mais c'est ça. Et donc, au-delà de plusieurs violations de la Constitution, au-delà de plusieurs violations des procédures, j'aimerais dire au président de la Cour que même la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus de la Constitution. Nous devons tous respecter la Constitution, car la Cour constitutionnelle elle-même, elle est la garante du respect de la Constitution, que nous sommes tous censés respecter. Nul n'est au-dessus de la Constitution. Oui. Fort malheureusement, nous assistons à un procès politique. L'ordre a été déjà donné d'écarter M. Matata Mponyo, et ça, c'est pas bon. Quand ça brûle chez les voisins, en tout cas, il faut faire très attention, parce que le fait pourra vous atteindre un jour. Et donc, le devoir est à nous de lui devoir solidarité, parce nous faisons face à une injustice. Il n'est pas innocent, non, mais la procédure doit être respectée. La procédure doit être respectée. On voit Matata Mponyo le condamné, de grâce à ceci condamné. Il faut respecter la procédure, respecter aussi les lois, les textes de la République. Ça, c'est très important, c'est que M. Urek vient de le dire. On entre dans le dossier Costa Mutamba. Costa Mutamba, il dit enlever les humilités de Joseph Kabila Kabange. Qu'est-ce qui apprend ce monsieur-là, Costa Mutamba? Bon, j'ai appris l'information à travers les réseaux sociaux, comme beaucoup. Il est dans une démarche qui appelle la demande d'élever des immunités pour poursuivre l'ancien président Joseph Kabila. La question que moi je me pose, au niveau de la Constitution, est-ce qu'un ancien président de la République peut être poursuivi? M. Constant Mutamba devrait d'abord interroger la loi sur les anciens présidents de la République. Les statuts, pour le voilà. J'ai lu ça quand je viens de monter ici. Il devrait interroger cette loi. L'article C4. Voilà. Avant de venir nous emballer dans une affaire qui visiblement, il est le seul à maîtriser. Il devrait interroger. Parce que nous, on ne va pas le suivre dans ce qu'il lui fait. Du populisme, comme toujours. Oh, il fait du populisme. Nous interrogeons les statuts des anciens présidents. Parce que lui, il est allé vite. Il a oublié qu'il est ancien président. Il est allé demander au Sénat la levée des immunités. Il veut que le Sénat puisse lever les immunités sur une personne qui n'a pas de mandat électif. Attendez, M. Rick, je vous réponds. Vous savez, à cette époque, je travaillais avec un monsieur qui s'appelait au nom de M. Salomon Koueli Tabouba. Il avait son entreprise, mais il y en a aussi. J'étais le directeur cabinet de ces messieurs-là. Ok. Je sais comment les affaires de l'État marchent. Jeune, à cette époque, jeune, petit. Que Salomon est vivant.
ici à Kinshasa, précisément, je pense qu'il est à l'Europe déjà. Dès qu'il sera de retour, je vais les recevoir ici. J'étais son directeur cabinet. Jeune, il y avait des papas dans cette entreprise, il a du Praz. Mais j'étais jeune d'être un directeur cabinet avec ce monsieur. Voilà. J'ai insisté dans les réunions, même au ministère de l'agriculture, élevage, pêche, élevage, au ministère du développement rural, au ministère de l'économie. C'est là où j'ai pris un peu la notion comment les affaires de l'État marchent. Comment l'État est sacré. On ne dispose pas l'État comme ça dans les réseaux sociaux. Heureusement c'est là où moi je connais, j'étais un dircap de ces messieurs-là. C'est M. Salomon Koueli m'a appris comment l'État peut fonctionner. Mais quand je vois les affaires de l'État sont traitées par des réseaux sociaux, par des rumeurs, quand je suis à la maison, je pleure, mais c'est Eric. Mais comment on peut prendre des décisions? Quand vous voulez envie de prendre une décision, vous le prenez dans les réseaux sociaux. Ça, c'est quel genre de décision en fait? Est-ce que quand vous voyez ce genre de décisions sur des réseaux sociaux, vous faites une petite vidéo de 1 minute? Ça, c'est disposer l'État. Bon, vous savez, depuis un moment, il y a des bras de fer qui ne dit pas son nom entre les gouvernements et monsieur Kabila. Mais c'est monsieur le Constant Moutamba. Je l'aimais beaucoup. Monsieur Constant Moutamba, il est juste... Je l'aimais beaucoup. Mais je me suis rendu compte que c'était monsieur que moi je ne peux pas soutenir. Je fais une erreur de le soutenir. Il a de la chance de parler de Constant Moutamba. Il prend des décisions sans vérifier. Il prend des décisions qui se passent dans les réseaux sociaux comme ça. Quand on va venir ici les critiquer, il va répondre que je suis le ministre de la Justice. C'est vous-même qui nous donnez même les bâtons pour vous battre. C'est vous-même qui nous donnez ça. Quand on va venir vous battre, vous dites je suis le ministre de la Justice. Hein? Il a au moins de la chance d'être aimé par un journaliste qui s'appelle Michel. Quant à moi, il n'est pas question d'amour ou de haine. C'est question de la gestion de l'État. C'est lui qui avait dit. Et dans la gestion de l'État, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de sentiment, pas d'affection, juste la raison. Alors, je disais que il y a un bras de fer qui ne dit pas son nom entre Kabila et le gouvernement. Le bras de fer entre Kabila et le gouvernement. Voilà. Et M. Moutamba, lui, n'est juste, je peux dire, lui fait partie du prolongement de ces bras de fer. C'est à travers lui, à travers... Moutamba était un kabiliste. Le problème, il est entre Tshisekedi et Kabila. Et Moutamba, il est juste utilisé comme les acteurs par lesquels les faits sont ressortis au devant de la scène. N'est-ce pas? La logique avec laquelle il évolue, c'est la logique d'abord de démystifier M. Kabila. Parce que vous savez, à un certain moment, quand vous êtes trop fermé, trop silencieux, il y a ces charismes-là qui se construisent tout autour de vous. Et il y a ces mystères-là qui vous renferment. Alors, la logique, elle est d'abord de... Bon, pas la logique, la démarche, c'est de démystifier M. Kabila, de montrer à tout le monde qu'il n'est pas au-dessus de la loi, bien que cela est vrai, nul n'est au-dessus de la loi, mais aussi de prouver que voilà, M. Félix Tshisekedi peut attaquer tout le monde. Il peut punir tout le monde. C'est lui le roi soleil. C'est lui le roi soleil. Voilà, c'est lui. Oui, c'est ça les pouvoirs qu'il veut. Il a toujours cette obsession-là du pouvoir. Quelqu'un qui veut changer la constitution juste parce qu'il a besoin de nommer des gouverneurs, alors qu'il dispose de la majorité au Sénat et au Parlement. Celui-là, il veut un pouvoir extra. Les pouvoirs du roi soleil. Donc cette affaire de lever des émissions Joseph Kabila, c'est une... C'est tout simplement un règlement de compte. Mais si cela est logique, prenons ça sur le plan scientifique. M. Constant Moutamba devrait d'abord interroger les statuts des anciens présidents avant de venir nous emballer dans une procédure. Apparemment, il y a des gens qui ne lisent pas la loi. Justement. Vous avez constaté cela. Le problème du Congo, c'est le problème des textes. Voilà. Les gens ne veulent pas visiter nos textes. Lorsqu'il veut poser la question au Sénat, le Sénat va lever les immunités d'un sénateur qui n'a jamais siégé, qui n'a jamais été élu, qui a juste ces statuts-là, qui, d'une manière ou d'une autre, le fait pour lui d'être sénateur dépend juste de ces statuts-là, des statuts des anciens présidents. Parce que c'est là qu'il est sénateur à vie. Et dans la Constitution également. Qu'il interroge la Constitution, qu'il interroge la loi sur les anciens présidents et qu'il arrête de nous emballer. Je suis sûr que même M. Samalkon de Nouveau Sénat ne va rien comprendre. Merci, M. Eric, d'avoir répondu à cette question de Joseph Kabila. Kabange entre les bras d'affaires entre Kabila et le gouvernement. Kabila n'est pas au-dessus de la loi. Si vous avez envie d'attendre Joseph Kabila, l'interpeller à la justice, respectez la procédure quand même. C'est tout ce que nous demandons. Respectez la procédure. Si vous voulez
Rendre justice, il faut respecter la procédure. Les affaires de l'État est sacrées. On ne peut pas prendre des décisions sur des réseaux sociaux comme ça. Non, on ne prend pas ça. Également les gens pour qui Matata. sont à l'intérieur, comment ils peuvent imaginer notre pays? Matata n'a pas été gestionnaire du projet Bukanga Londres. S'il doit être sanctionné, c'est en tant que créateur, en tant qu'initiateur. Et la procédure doit être respectée. Respecter la procédure, respecter les textes de la République. Ils se sont déjà rendus compte qu'ils sont en erreur. Parce que la Cour, si jamais elle revient à demander les immunités, elle sait qu'elle n'a pas la compétence de demander les immunités. Elle ne peut pas revenir demander les immunités. Ils savent qu'ils sont déjà en erreur, mais ils veulent faire les forcing. Mais comment des grands professeurs... Ils se basent sur le fond, alors que la forme est biaisée. D'université qui disent la loi, qui disent du droit, ils payent ses conduits dans l'erreur. Non, vous savez, nous sommes dans le professeur Mapouya, il disait avant, je suis étudiant en droit, le professeur Mapouya disait, donnez-moi les faits et je vous dirai les droits. Vous m'apportez des faits et je vous dis les droits. Alors, il faut tout le temps respecter la procédure juridique. Vous savez, nous sommes dans un pays, comme disait autrefois mon directeur de mémoire, nous sommes dans un pays où il y a vraiment beaucoup d'abus de langage et d'abus d'appellation. Nous sommes dans un pays où il y a des présidents qui ne président rien, il y a des professeurs qui ne professent pas, il y a des dirigeants qui ne dirigent pas en réalité. Donc, cet abus de langage, voilà, c'est comme ça que vous vous rendez compte qu'il y a des professeurs des universités, mais qui... Bon, le problème n'est pas qu'il soit professeur ou pas, mais le problème c'est qu'il a reçu un ordre. Il a reçu un ordre, voilà. Tout ce que vous voulez, mais je vais le voir condamné. Voilà pourquoi il y a tous ces dérapages. C'est donc ce que vous voyez aux États-Unis d'Amérique, les procureurs généraux sont votés par la population. Ils ne sont pas nommés par un président. Vous verrez, juste après, parce que à l'allure où les choses vont, Matata sera condamné. Oui, Matata il sera condamné, mais injustement. Et vous verrez peut-être que s'il a accepté M. Félix Tshisekedi comme roi soleil, et vous verrez, il y aura quelque part, je dirais, une grâce présidentielle qui va surgir. On ne saurait pas d'où elle viendra, mais elle surgira et vous verrez Matata Mponyo libre. Mais merci, ce n'est pas ça. Ça, c'est le monopole de la parole et c'est contre la liberté d'expression et la liberté d'association. Merci, M. Eric. On arrive déjà à la fin, ça nous reste 5 minutes. On peut toucher une petite des questions pour qu'on clôture l'affaire. Il y a étalé férié à professeur Zalaki, lobby, na lelo. Quelques mots, vous pouvez dire quoi? Bon, en tout cas, on a souhaité d'abord une bonne fête à enseignant. On a appelé Naza Molakisi. Oh, ouais. Je ne savais pas. Voilà. Bonne fête. En fait, l'idée à journée, on a, en réalité, idée à divertissement. Je crois que j'avais fait remarque à mes collègues. Et l'idée à journée, on a idée qui permettre biso tout ça la auto-évaluation. N'est-ce pas sur les systèmes éducatifs, il y a beaucoup de biso. Oui. Dans le bac autrefois, moni tout un système encore et ban à temps et belé. Ce que la maternelle tina université, c'est environ 21 ans sur le banc des études. Et après 21 ans, au moins on est incapable même à coproduire cure-dent. Et pourtant, nous continuons à enseigner. Et on se demande d'enseigner pourquoi. N'est-ce pas? Oui. On a système éducatif, tu as système mobile. Tu as un enseignant, tu as un professeur, tu as l'État, au hasard, État régulateur. Mais dernièrement, tout le monde a dit, M. Félix, c'est que d'Aken a Bena lobby, l'enseignant a un niveau T. À quoi que vous avez à peine raison. Mais est-ce que lui devrait se plaindre? Non. Pourquoi l'enseignant va à niveau T? Pourquoi lorsque l'enfant obtient son diplôme, il devient automatiquement un chômeur? Est-ce que formation autopée 6 mois na yango des amabe ou bien eloko atangeli ezaranambo kate? C'est ça le problème. Ce sont là les vraies questions qu'on devrait se poser. C'est-à-dire que l'autre a un problème, il y a une inadéquation entre la formation et les besoins du pays. Nous n'avons pas encore surrecensé les pays après le départ des Belges. Bah besoin d'abisso to recensa yango na noté apparemment to yebité mon système nabiso système éducatif nabiso et un système oyo et ça qui pilier à paternalisme il y a colonisateur belge belge bazaki na posa ya ko former ba expert congolais té qui na posa ba former car ba auxiliaire il y a ba belge c'est-à-dire ba assistant oui. Moni alors
bazaki na posa tout simplement à exploiter minerai, à acheminer en port et qui na Belgique, après à former à transformer en matière en produit fini, à zongi si en mboka pour na koteka. Aki na posa former ba dactylographe, à former ba bateau ba koteka na magasin et voilà, tout simplement. Et puis tout Congolais était un assistant d'un Belge. Belge Union Sozaki Mokonzi à Congolais. C'était ça, c'est comme ça qu'ils ont mis en place ce système que vous voyez. Mais les loboyés, tous en la posa to koma, ba chef na biso moko. Est-ce que tu revoir le lingue na biso ya ko se former? Non. On n'a jamais réformé. Et ça va le même système où il faut former ba assistant. C'est-à-dire que moi na mboka sérieux, ngo moni ba Congolais belé ba kina na poto. Bah ça la gaba misala moko boye licencié mais azo mais ba carton na gare ainsi de suite. Pourquoi? Parce que système na biso eza bongo ba belge ba ebi yango système oyo toza nango ya ba étude à lelo eza système oyo ko développer mboka te. Ezo senga tout changer, ezo senga ba réforme profonde. Fort malheureusement journal lobby aki nango journal ya divertissement ainsi de suite. Mususu ya bato avandi na ndako, c'est compliqué. Alors il y a lelo toujours célébrer le travail. Oui. Journée de travailleurs. Dans un pays où l'incidence de pauvreté est à 80%. Oh. Toujours fêter, hein, fête à travailleurs. Et puis ça a été fait à chômeurs à travailleurs. Donc c'est ça fait à chômeurs. Quasiko. Nous au basa la kawana ba région de biso ba chômeurs to vandi na bandako. Problème exact. Donc ce sont là les vraies questions auxquelles on devrait réfléchir tout autour. Et non qu'on se lance dans le débat, constant mutambaza na posa kanga Kabila, soit ligne kanga yaki akangi. Merci. Yi aza mon konjaza roi soleil yi akoki respecter procédure ta mon retende bani ba kanga matata, ba kanga na bango ka Kabila. Merci monsieur Rick, on arrive déjà à la fin. Une dernière mot, vous pouvez regarder ses camarades à dire. En tout cas, d'abord, je salue monsieur Alain Bolodjoa. Je lui rassure de toute ma détermination au combat de la République. Oui, oui. Avec lui devant comme leader. Et je salue tous les autres camarades du parti. Et merci également à tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui vont nous écouter. Et voilà, on est ensemble. Essayez d'adhérer au parti Les Bad, rejoignez-nous, rejoignez les combats. En tout cas, il n'y a pas d'intérêt particulier. C'est juste pour la survie de notre pays que nous le faisons. C'est pour cela que nous prenons les risques, nous transpirons, ainsi de suite. Nous espérons que l'avenir de nos enfants demain sera meilleur. Et c'est pour cela que nous nous battons. Nous nous battons pour nos enfants, pas pour nous. Voilà, et je vous remercie. Merci, M. Eric. Je rappelle, j'étais avec M. Eric, cadre d'un parti politique de Alébolojoa. On arrive déjà à la fin. C'était une grande édition spéciale face à face avec M. Eric. Je clôture déjà cette émission. On dira merci à tout le monde qui nous a suivis en direct sur l'Antoine Télévision. Mais n'oubliez pas d'abonner sur notre chaîne YouTube. Likez la vidéo, partagez. Je remercie aussi Christian Bongolo qui est à la technique. Je remercie toute l'équipe de l'Antoine Télévision. On se retrouve demain à partir de 11h en direct sur l'Antoine Télévision. Un bon début de week-end à tous. Merci.